Quelle est l'influence d'une station-service dans une société? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. On s'est retrouvé encore une fois pour parler énergie, pour parler également environnement, et nous allons tenter de répondre à cette question, l'influence d'une station-service dans une société. Cette station-service, vous savez, c'est un endroit où on vend de carburant. Nous allons répondre à cette question avec notre invité qui intervient aujourd'hui sur ces plateaux pour la première fois, mais c'est un habitué de cette émission, Prof Anderson Kabongo. Bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous allons réfléchir avec vous. Nous vous prenons plus sous votre casquette d'urbaniste, mais également chercheur. Nous allons analyser cette question de la station-service dans la société. Mais avant de démarrer confortablement, comment vous évoluez avec vos recherches? Oui, la recherche évolue. Nous sommes là. On n'a pas encore terminé. C'est des recherches qu'on avait entamées déjà depuis quelques années. Les problèmes de... Les micros, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît. Il faut la... Évidemment. Oui, je disais que avec la recherche, on continue. On ne l'a pas encore terminé. Il se pose un problème de données. La question sur les stations d'essence, les pétroliers, ce n'est pas facile de trouver de la documentation. L'histoire de la station-service, vous connaissez la problématique des données dans notre pays, ce n'est pas facile, mais on est là, on continue les chemins. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Apparemment, vous êtes très passionné quand vous parlez de la station-service. Dans votre casquette d'urbaniste, qu'est-ce qui vous motive? Bon, la station-service, c'est un équipement que j'observe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je constate que c'est un équipement qui est implanté partout, à travers toute la ville. Vous savez, moi, en tant qu'urbaniste, c'est la ville qui m'intéresse. Et comme il y a cet équipement-là, la station-service qu'on retrouve maintenant partout, même les communs des mortels peuvent les remarquer. Donc la station-service, c'est un équipement qui est vraiment dans le quotidien du Quinois. Et moi, en tant qu'urbaniste, intéressé par la ville, vraiment, c'est une préoccupation et ça m'intéresse beaucoup. Une préoccupation, un sujet de recherche, l'influence de la station-service dans la société. On en parle aujourd'hui. Bienvenue à vous, à tous les étudiants qui nous suivent. Soyez connectés certainement. Nous allons réfléchir et orienter, pourquoi pas. Retrouvons ces sujets d'actualité. Le ministre des Hydrocarbures, avec sa délégation, était à Luanda, en Angola, pour harmoniser ces contrats. Vous le savez, les dossiers de la zone d'intérêt commun. Et ensuite, on se retrouve. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, est à la tête d'une délégation congolaise à Luanda pour une séance de travail avec le gouvernement angolais, représenté par son ministre du pétrole, sur l'harmonisation des termes du contrat de partage des productions de la zone maritime d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et l'Angola, située au sud du bloc 14 de l'Angola. Le directeur de cabinet adjoint du ministre des Hydrocarbures estime que ces contrats placera la République démocratique du Congo à un bon positionnement de l'exploitation pétrolière. Nous sommes là pour accompagner le ministre qui est venu dans le cadre de la finalisation ou sinon de la poursuite des travaux sur la ZIC. Comme vous le savez, les deux pays ont signé un accord depuis 2007 sur la question de la ZIC. Ça fait donc 16 ans de cela. Et là, finalement, nous sommes décidés, au nom de son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures et du chef de l'État de la République démocratique du Congo, de finaliser cet accord afin de commencer effectivement les travaux d'exploration et de production dans la ZIC. Cette rencontre vise également à chercher comment développer les mécanismes de change commerciaux des produits pétroliers entre Sonangol, Sonaïdrogue, Kobil, dans le but de remédier à la fraude fiscale et la contrebande dans l'aval pétrolier. Le ministre Boudimbo, engagé dans la lutte contre la fraude et la contrebande, a souligné dans son mot d'ouverture que le trafic du carburant par la voie non officielle ne se passera plus en République démocratique du Congo. Et les mesures seront bien prises pour veiller à ce que les produits pétroliers subventionnés en Angola n'entrent pas en République démocratique du Congo parce que les produits subventionnés sont écoulés au prix au-dessus du tarif de l'achat pour répondre aux besoins de sa population. Malheureusement, les vendeurs informels qui ont leurs terminaux vers Lufu et Mwanda achètent les produits pour commercialiser en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si nous aboutissons à un accord, à la conclusion du contrat de partage de production, nous allons gagner, je n'ose pas donner les chiffres ici, mais nous allons gagner quelque chose de supplémentaire en termes de barils journaliers, parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a que 25 000 barils jour qui est produit par Renco. Mais aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'autres sources. Et la ZIC est justement cette occasion
de nous amener plus ou moins vers une centaine de barils, une centaine de milliers de barils journaliers. Après 2 missions effectuées en septembre 2021 et février 2022 en Angola, le ministre Didier Boudimbu tient à l'aboutissement de ces projets qui est dans les droits fils de l'objectif du gouvernement sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que cette séance de travail s'est débutée le 20 juin 2023 et se clôturera le jour d'après. Alors, nous parlons aujourd'hui stations-service. On estime plus de 400 stations-service dans la ville-province de Kinshasa. Apparemment, c'est aussi une même réalité dans certaines villes de notre pays. Quand vous regardez les stations-service, quelle est votre lecture au niveau de la ville de Kinshasa? 400, plus de 400. Me paraît un peu trop. 400, la dernière fois que j'ai fait mes comptabilités, en tout cas, je n'arrivais pas encore à 400. Mais je ne sais pas contredire les chiffres parce que je n'ai pas les statistiques actuelles parce que ça pousse chaque jour. Ça évolue. Ça pousse chaque jour. Il y a des coins où je n'étais pas passé il y a 2-3 mois. En passant, je trouve qu'il y a même des stations là-bas. Il y a des stations que je ne connais pas. Donc, c'est vrai que c'est un nombre très élevé, mais 400, je doute encore un peu. Bon, quand j'observe les stations, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un équipement très, très intéressant en milieu urbain parce que la station-service dans la ville de Kinshasa sort même au-delà de sa fonction initiale, originelle. Donc, la station ne reste plus un simple lieu d'approvisionnement en carburant. Elle devient quoi? Il y a beaucoup bien d'autres choses, des phénomènes qui se passent autour de la station. Il y a des structures qui s'organisent autour de la station. Regardez, par exemple, je vois avec la bancarisation actuellement, les fonctionnaires de l'État, ils vont aussi dans des stations où il y a des succursales des banques pour trouver leur argent. Sans compter des services pneumatiques, de boutiques. Les activités des petits commerces autour de ces stations. Quand tu es dans une station comme la station de Rond-Point Ngaba, j'ai déjà été là-bas. Là, ça va faire 2 semaines, les soirs, mais ce que j'ai observé, ça a dépassé tout entendement. Je me posais bien la question si c'était une station-service encore. Parce qu'il y avait de tout. Il y avait les motards qui stationnaient dans la station. Il y avait des bus qui s'arrêtaient là-bas. Il y avait des gens qui... Des vendeurs, des fruits, à même le sol. Il y avait d'autres qui étaient avec des chariots qui vendaient du café. Donc c'est vraiment un espace qu'il faut redéfinir. Là, vous parlez les cas de la station de Rond-Point Ngaba. Nous allons revenir là-dessus, mais certainement, en vous entendant parler, vous avez soulevé des éléments, des éléments qui viennent lorsqu'une station-service est installée. Mais que disent les normes urbanistiques? Parce que les Congolais se plaignent que la station est l'équipe belé. Nous resterons aussi bilingues pour que tous les Kinois comprennent. Les Congolais, c'est la station et l'équipe belé. La norme est l'obinini. Yo étant que urbaniste. En tout cas, les respects de la norme d'implantation des stations-service dans une ville comme Kinshasa reste encore très, très problématique. Parce que, vous voyez, ailleurs, il y a une réglementation. Hein, on nous dit, par exemple, que la station doit être à telle distance d'une maison d'habitation, la station doit être à telle distance d'une école, la station doit être à telle distance d'un marché, d'un hôpital, hein, des équipements en fait dont la proximité n'est pas souhaitable avec une station-service. C'est ça les normes de manière générale. Il faut respecter les reculs entre la station et la voirie, mais de manière générale, l'application de ces normes-là souffre beaucoup dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est les affaires, c'est... Une activité très très rentable, et puis ceux qui sont appelés à faire respecter ces normes-là, hein, en principe, ne les font pas respecter, soit parce qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de ces normes-là, parce que aussi une réglementation claire de cette façon-là sur l'implantation des stations-service, avouons-le, ici sur ton plateau, n'existait pas encore. Donc, alors qu'ailleurs,
Il y a vraiment Ou des soit elle réglementations. existe, mais elle souffre d'application. Non, non, dire que exactement il y a des noms pour dire qu'il faut, voilà comment est-ce qu'il faut implanter une station-service à Kinshasa. En tout cas, jusque-là, cet arrêté-là n'est pas encore pris. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de proposer aux autorités qui gèrent le secteur de s'y pencher et de mettre cet outil-là à la disposition des gestionnaires quotidiens de nos espaces des milieux urbains. Alors, quand vous regardez notre ville, vous êtes un urbaniste, vous êtes le patron de la ville du point de vue technique. C'est dans quel endroit on peut implanter calmement une station-service? Les patrons de la ville, c'est les gouverneurs. Entre guillemets, je fais allusion à un technicien. Bon, évidemment. Donc, en principe, les stations-service doivent s'implanter en dehors. Disons, tu vois, dans la ville, il y a ce qu'on appelle les routes périphériques ou les déviations. En principe, elles doivent être là et de manière générale, à la sortie ou à l'entrée de la ville. Vous voyez, avant des sorties de la ville, vous pouvez vous approvisionner en entrant de la ville, les portes de la ville. En termes techniques, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous êtes professeur, les portes de la ville. Vous êtes professeur, quand vous regardez la ville de Kinshasa, comme le dit un chercheur, c'est une ville entonnoir, où le matin, nous sommes au centre, le soir, nous sommes à l'est. Est-ce que dans une configuration pareille, où allons-nous réellement implanter notre station? Parce que les mouvements, pratiquement, c'est les mêmes mouvements du matin au soir. Oui, la station, comme je disais tout à l'heure, que c'est un équipement vraiment indispensable parce que les gens se déplacent. Hein. Comme les gens se déplacent, ils doivent s'approvisionner en carburant. Mais cet équipement-là, c'est aussi un équipement dangereux qu'on ne sait pas implanter n'importe comment, n'importe où. Je disais, je me répète, que les stations doivent être implantées sur les déviations, à l'entrée, à la sortie, à un endroit où on peut quand même observer un recul avec les maisons d'habitation, avec les autres équipements, tels que je les ai précisés tout à l'heure, les écoles, les hôpitaux, les marchés. Donc ça ne peut pas s'implanter n'importe où et partout comme on les observe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Donc c'est une question qui mérite une réglementation. Parce que moi, par rapport à ma recherche telle que tu l'avais soulevée, j'estime que c'est un équipement très intéressant, la station-service. La station a un potentiel d'urbanité. C'est quoi cette potentiel d'urbanité dont vous défendez depuis longtemps? Oui, j'ai dit que la station peut générer un certain nombre de services aussi urbains. Je donne un exemple. Ça, j'ai lisé un auteur, un Belge, qui avait fait une réflexion autour de la station. Vous voyez la station qui se trouve à l'entrée vers la commune de Mongafula. Il a étudié cette station-là et il a observé comment est-ce que la seule présence de cette station-là avait amené les activités autour de l'espace, même des activités qui étaient déjà mortes, si je peux me permettre de dire cela, ont ressuscité avec la présence de la station. Les coins qui étaient un coin mort a retrouvé la vie. Il y a aussi de l'esthétique qu'une station apporte dans un coin. Aussi, vous voyez, donc la station et cet équipement-là qui peut faire donner du mouvement à la vie et un dynamisme à un coin mort. Donc c'est un équipement que l'urbaniste peut aussi, dans sa réflexion, intégrer dans la ville à condition de respecter les normes telles que nous l'avons souligné. Nous avons suivi dernièrement, je dirais, une mission intergouvernementale, interministérielle, ministère des hydrocarbures, ministère de l'urbanisme et habitat, qui avait pour objectif d'enquêter sur cette situation et puis de frapper, pourquoi pas, de lors que certaines stations seront construites anarchiquement. Est-ce que vous pensez que si cela s'avère vrai, c'est important de frapper les stations qui sont construites hors normes? En tout cas, dans la ville de Kinshasa, il y a des stations qui sont implantées hors normes. Il suffit seulement de circuler. Ça ne sera pas augmenter le taux de chômage? Ah, vous savez, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Hein. C'est un équipement dangereux, comme nous le disons. C'est un équipement dangereux. Ce n'est peut-être pas encore arrivé à grande échelle, mais ça peut arriver. C'est une probabilité. Les stations peuvent prendre feu en milieu urbain. Comme nous l'observons pratiquement dans certains coins Likasi dernièrement. Ah, voilà. Donc ça peut arriver. Et imaginez les dégâts
que cela pourra bien causer dans la ville. On va compter. Ça rappelle un peu cette question-là, ce qui est arrivé à Mongafula avec les gens. Bien que cela ait été maîtrisé. Tu vois, donc il faut prévenir. Je crois qu'il faut prévenir et la prévention passe par le respect des normes d'implantation des stations-service. En tout cas, je plaide pour que cet outil-là soit vraiment mis à la disposition des gestionnaires et ça sera une très très bonne chose. Ça sera une très très bonne contribution pour notre vie. Alors, quoi dire à ceux qui pensent que le nombre de stations-service évolue en exponentiel? Ce que nous avons aujourd'hui pourrait augmenter rapidement dans le jour futur, en observant la demande, en observant comment est-ce que la ville évolue. Étant donné que c'est une activité qui génère beaucoup de recettes, n'est-ce pas, qui est bénéfique, qui est rentable, c'est tout à fait normal. Et aussi, comme je l'ai dit, comme la réglementation est faible en cette matière-là, donc quoi de plus normal que de voir ces nombres-là doubler. Donc, les nombres de stations que nous avons aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes nombres. Il y a 20 ans, ce n'était pas ces nombres de stations. C'était à compter au bout des doigts. C'était à compter au bout des doigts. Maintenant, partout, même à Kisenso, derrière moi, il y a 2-3 jours, j'ai rencontré un monsieur qui veut implanter une station à Kisenso. Ça sera la deuxième station de Kisenso. Les communes comme Makala ont maintenant des stations-service. Donc, il y en a maintenant partout. Donc, ce qui signifie que dans les jours à venir, il y en aura davantage. Il faut que la question soit encadrée. Il faut faire respecter les normes. Il faut s'arrêter là. Il faut faire respecter les normes. Vous insistez plusieurs fois là-dessus, faire respecter les normes. Mais quand nous regardons la ville de Kinshasa, est-ce que la station-service est pratiquement... c'est un équipement dangereux, comme vous insistez. Est-ce que c'est le seul équipement dangereux dans une société? Non, dans les milieux urbains, parce que je suis urbaniste et vous me l'avez présenté comme tel en début d'émission, dans les milieux urbains, il y a plusieurs équipements comme ça dangereux. Parce que beaucoup de gens s'attaquent uniquement aux stations-service. Non, il y en a d'autres. Il y a les antennes des télécommunications qui ont aussi un pouvoir de radiation qui dérange sur la santé des gens. Il y en a d'autres équipements dangereux. Les dépôts pétroliers également. Les dépôts de carburant. Hein. Et heureusement, j'ai suivi tout à l'heure là, les ministres fait de son mieux pour réduire au maximum les trafics illicites. À la contrebande de produits pétroliers. Les Kadhafi, bon, il faut voir comment est-ce qu'il faut bien traiter cette question. Parce qu'il y a aussi des compatriotes qui, faute de mieux, se sont retrouvés de l'autre côté. Donc, notre société a beaucoup de problèmes, mais il ne faut pas se résigner de trouver les solutions et les bonnes solutions et les appliquer. Alors, il faut trouver les bonnes solutions, il faudrait les appliquer. Nous parlons de ce sujet, l'influence d'une station-service dans la société. Alors, il y a des gens qui nous suivent. Monsieur Anderson Kabongo, je l'ai dit tantôt, vous êtes urbaniste, vous êtes professeur, chercheur. Quelles sont les conditions pour installer une station-service, bien que vous êtes dans votre peau d'urbaniste? Bon, je reprends. Je ne suis pas encore professeur, je suis chef de travaux. Évidemment, chef de travaux. Chef de travaux, les communs des mortels, ils mettent... Vous appellent déjà professeur? Oui, bon, c'est une bonne prophétie. En projection. C'est une bonne prophétie, je l'apprends comme ça. Les normes, tu parlais des normes pour implanter une station-service. Oui, on a déjà évoqué un peu les normes ici, les conditions. Les conditions. Vous avez fait allusion à la distance. Des conditions pour implanter une station. Il faut qu'il y ait la disponibilité, l'espace, les fonciers, c'est le premier élément. Parce que la station, on doit avoir des pompes, on doit avoir une piste. Des citernes. On doit avoir des citernes à une bonne distance. Par exemple. Et tous ces éléments-là demandent une superficie suffisante. Il faut faire respecter la distance par rapport aux équipements, aux autres équipements. Donc, du coup, cela demande qu'il y ait une superficie considérable pour que la station soit implantée et opérationnelle. Au-delà de ça, la main-d'œuvre aussi, est-ce nécessaire? Mais la station, il y a des pompistes qui travaillent. Ou bien il faudrait prendre son cousin, son oncle.
Non, mais bon, là, cette question-là, c'est vraiment pas ma matière, mais moi, je sais qu'il y a des gens qui doivent travailler, il y a des pompistes, il y a ce qu'on appelle les gestionnaires de la station, il y a un chef pompiste, hein, il est là, il y a les pompistes qui sont là, il y a des gens qui travaillent dans des boutiques des stations-service, parce que nous disons que les stations-service ne restent pas seulement des lieux d'approvisionnement en carburant. Il y a beaucoup d'autres activités qui s'y déroulent et ça demande de la main-d'œuvre pour y travailler. Ça demande de la main-d'œuvre pour y travailler. Vous insistez sur des normes, vous insistez sur les conditions nécessaires qu'il faudrait pour qu'une station-service donne vie dans un milieu X ou Y. Alors, vous avez d'une certaine manière parlé de la question de la station-service au niveau des ronds-points Ngaba. Quand vous observez, tant qu'un urbaniste, vous soutenez que cette station continue à exercer sur ce coin, ou bien quels sont des éléments que vous détectez nécessaires que l'opinion pourrait être informée? La station des ronds-points Ngaba, c'est vraiment un cas d'école, comme on dit, hein. C'est la toute première station, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres pays, qui est vraiment implantée dans un gératoire comme ça. Gératoire, c'est quoi, prof? Un rond-point, hein, les ronds-points comme nous on appelle. Donc il y a un rond-point, donc en plein milieu du carrefour, il y a une station. Alors réfléchissons un peu. Ouais. La station a trouvé la population tout autour, ou bien la population a trouvé la station au niveau des ronds-points Ngaba? Au niveau des ronds-points Ngaba, d'après mes informations, mes renseignements sur la question, il a existé quelques activités, mais la présence de la station des ronds-points Ngaba a influencé tous les éléments. Certainement influencé tout ce qu'il y a tout autour. Donc la présence... Même la naissance de ces marchés-là. Ah mais oui, c'est ce que j'ai dit. Donc les potentiels d'urbanité de la station. Vous voyez, donc ces cas-là des ronds-points Ngaba, c'est vraiment un cas que je suis en train d'observer. Donc la station, on dit que cet espace-là, il y a longtemps, était un coin vraiment mort, il n'y avait pas d'activité. Mais dès qu'il y a eu la station à cet emplacement, il y a eu tout cet engouement. Mais il n'y a pas que de bonnes choses, hein. Et ce coin est devenu un point de conflit impossible. Un point de conflit dans ces points. Même des parcelles, maintenant, c'est vendre trop cher. Ah, mais c'est l'influence de cet équipement-là, la station. En tout cas, j'ai fait cette hypothèse-là qui reste à démontrer que c'est la présence de la station et qui a amené toute cette activité-là. C'est un peu ce que j'ai observé aussi un peu avec la station de Bibois. Il y a une station à Bibois. Maintenant, dans les périmètres, dans un très petit périmètre, il y a 3 stations qui se sont implantées. J'ai dit que bon, et regardez, quand vous êtes sur la nationale en direction de Bandundu, vous allez voir que c'est au niveau des Bibois que l'activité est très intense. Et là-bas, on peut comptabiliser 3 stations-service là-bas. Donc, je soutiens mon hypothèse en disant que la station-service a un potentiel d'urbanité très élevé qu'il faut essayer maintenant de capter et de mettre à profit. C'est ça même l'essence. Pour développer un milieu. De ma recherche, j'ai dit qu'il y a des indicateurs que je suis en train de mettre sur pied, vérifier, hein, pour dire que voilà, quand on voit une station, remarquez qu'il y aura ça, et dans les temps et dans l'espace. Dans les temps et dans l'espace, ça va produire de l'urbanité. Voilà, notre pays a besoin de recherche parce que la recherche scientifique, c'est un élément très important pour le développement d'une nation. Nous rappelons ceux qui nous suivent régulièrement à Mwanda que votre émission Focus Hydrocarbures projette l'organisation d'une conférence scientifique Mwanda après pétrole. Certainement, la régie va nous proposer cette image de la conférence scientifique Mwanda après pétrole. L'objectif ici n'est pas de dire aux Mwandais que le pétrole va finir dans 2 semaines, mais l'objectif est de réfléchir sur l'avenir du pétrole, mais également le développement durable de ce coin Mwanda. Les 30 juin, nous serons à Mwanda à 11 h dans la salle Nacha pour réfléchir, parce que la RDC a besoin de matière, a besoin de la recherche scientifique. Prof, nous revenons avec ces cas de la station de rond-point Ngaba et un cas très important que les Quinois connaissent très bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez? La station doit quitter les lieux ou bien comment vous voyez cette réalité? Oh, en tout cas... Pour préserver la vie également. Pour et contre. Mais bon, mais la solution
la plus plausible, c'est de faire partie la station de son rond-point et d'amener d'autres aménagements. Évidemment, ça va avoir des répercussions que ça aura. C'est pas facile. Il n'y a pas moyen de le mettre à côté, un peu comme sur rond-point Victoire. Il y a la station qui est à côté. Et puis on laisse le rond-point avec des statuettes, par exemple. Ça serait l'idéal, à mon avis. Parce que l'absence de la station peut aussi occasionner beaucoup de choses. Faudra-t-il encore trouver de l'espace dans les alentours? Parce que tous les espaces à côté là-bas, complètement occupés. Complètement occupés. Où placer la station là-bas, je crois que ça sera très difficile. Elle est là, cette station-là. Mais ce n'est pas une solution facile. Hein. Comme je disais tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, la situation s'est tellement réconfortée, endurcie. Et c'est pas facile. Mais la solution, en tout cas comme les barons Haussmann l'a fait pour Paris, il faut raser. Il faut raser, mais nous le disons avec mort dans l'âme, comme on dit. Hein? Avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets, parce que je soutiens que la station a un potentiel d'urbanité. Mais bon, est-ce qu'il faut laisser la station se développer et développer ses tentacules à n'importe quelle condition? Pas du tout. Donc, les potentiels d'urbanité de la station, oui, mais que cela commence par respecter les normes. Et cet équipement-là, ça sera vraiment un équipement qui peut aider l'urbaniste que nous sommes, les concepteurs, à redynamiser certains milieux qui sont en train de mourir. Voilà. Monsieur Anderson Kabongo Mubika, notre invité, soutient que la station-service a une influence ou une potentiel d'urbanité. La station-service peut redonner vie dans un milieu. La station-service a une seule condition, de respecter les normes. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons plein de succès pour que cette recherche aussi spéciale, aussi géniale puisse aller de l'avant. Et le Congo en a vraiment besoin parce que nous les constatons que la station-service est là, elle est partout et dans toutes les grandes villes. Merci. Elle est présente. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis de partout. Merci à vous. Merci à la grande équipe technique. Vous nous suivez, surtout les étudiants. Merci à tous les Mwandais qui nous suivent régulièrement. On se retrouve prochainement avec le plaisir, la force, mais surtout de l'énergie. Au revoir.